Fabrice Ebelpoint, bonjour. Bonjour. Vous connaissez la tradition du fauteuil rouge. Nous allons commencer par une citation, cette fois-ci de Noam Chomsky. Je cite « Si l'on ne croit pas en la liberté d'expression pour les gens qu'on méprise, on n'y croit pas du tout ». Que pensez-vous de cette citation ? Je pense que Noam Chomsky est mort, qu'on a tourné la page de la fabrique du consentement, mais que malgré tout, il y a encore beaucoup de choses à apprendre en lisant Noam Chomsky. Alors, vous le savez, Elon Musk a racheté Twitter en octobre 2022, accusant le réseau social de pratiquer une censure contre les comptes affiliés à droite. Concrètement, quelle était la politique interne de Twitter avant l'arrivée de Musk, notamment au niveau de l'algorithme ? Alors, pour ce qui est de l'algorithme, il l'a publié, donc on a une idée précise de la façon dont ça fonctionnait. Il n'y avait pas grand-chose à reprocher à l'algorithme en tant que tel, en dehors du classique algorithme de réseau social qui est de remonter ce qu'on qualifie de toxicité, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, de façon à inciter aux interactions et donc à accaparer le maximum de temps de cerveau disponible. Ça, c'est vraiment le modèle économique de tous les réseaux sociaux. L'algorithme de Twitter ne fait pas exception. Tous les réseaux sociaux vont provoquer du clash, de l'interaction, parce que c'est du temps de cerveau disponible et donc de l'espace publicitaire. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. La caractéristique de la politique de modération de Twitter, c'est d'une part qu'on a découvert que le FBI avait une filiale, pour ainsi dire, des revolving doors chez Twitter, et qu'elle avait un rôle de relais entre le gouvernement et Twitter pour censurer une quantité astronomique de contenu. Et l'autre versant qu'on a découvert, qui est très intéressant si vous êtes dans une école de commerce, c'est que la gouvernance interne s'était effondrée. Jack Dorsey, le fondateur, patron de Twitter, était aussi patron d'autres trucs. Il avait vraiment d'autres activités dans sa vie. Twitter, c'était une vieille histoire, ça l'intéressait pas plus que ça, et s'y intéressait vraiment pas des masses. Et il avait mis une équipe de direction qui était absolument pas à la hauteur d'une entreprise cotée au Nasdaq de 10 000 employés. Et la gouvernance s'est effondrée. Et quelque part, un peu comme Leap, les employés, qui à l'époque étaient de façon dominante des modérateurs, ont pris le contrôle. Et ont commencé à un peu imposer leurs règles, au point que, typiquement, l'éviction de Donald Trump, qui est l'un des points culminants de la censure sur Twitter, a été décidée par les employés, imposée à Jack Dorsey. Donc on a une histoire de gouvernance d'entreprise qui s'effondre, qui est assez intéressante, si vraiment on s'intéresse au fonctionnement des entreprises. C'est ces gens-là que Elon Musk a foutu à la porte quand il est arrivé, mais qui avait vraiment imposé sa vision idéologique de ce qui avait le droit de citer et ce qui devait être interdit sur Twitter. Et le problème, c'est que Twitter était à San Francisco, les employés étaient en large partie à San Francisco, les modérateurs à San Francisco, et forcément, ça donnait une uniformité idéologique extrême. Imaginez que vous mettiez le siège social d'une entreprise dans le Marais et que vous ne recrutiez quasiment que tous vos employés dans le Marais, vous allez avoir une uniformité idéologique extrême, ce qui fait que ça a totalement orienté les contenus sur Twitter. Ce dont vous parlez, est-ce que ce sont les Twitter Spills qui ont fait... Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails ? Quelles ont été les révélations en fait, qui ont été réalisées par Musk à partir du moment où il a racheté Twitter ? Alors pas par Musk. Musk, il a convoqué une demi-douzaine de journalistes et d'historiens, dont des pointures. Matt Taibbi, c'est le scandale des subprimes. Barry Weiss, c'est une ancienne du New York Times. C'est des gens très très sérieux qui ont été excommuniés, mais qui malgré tout étaient très sérieux, à qui il a donné accès à une sélection de documents, et qui, à partir de là, ont raconté l'effondrement de la gouvernance, l'éviction de Donald Trump, le laptop d'Hunter Biden, le FBI, la pression des médias, les études bidonnées des ONG qui étaient censées démontrer de façon scientifique qu'il y avait des Russes partout, la panique en interne, parce qu'on a eu les conversations internes de Twitter, d'une direction qui voit absolument pas de Russes, qui ne voit guère que des citoyens américains, certes républicains, mais certainement pas russes, parce qu'ils ont les adresses IP, ils ont tout, et qui, sous la pression du FBI, finit par les dégager parce qu'il y a campagne de presse sur campagne de presse sur campagne de presse, et les ONG se bousculent pour sortir des études totalement bidonnées, montrant que non seulement les Russes sont partout, mais que les voix de droite sont privilégiées, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas. Et ça donne à voir une entreprise défaillante, vraiment. Moi, le principal... Alors, je suis issu de la tech, j'ai monté plein de boîtes dans la tech,
Donc forcément, la direction d'une entreprise tech, ça me parle. Et ce que je vois avant tout, c'est une défaillance totale de la gouvernance d'entreprise. Donc, un Jack Dorsey irresponsable, des dirigeants qu'il avait mis pour gérer l'entreprise au quotidien, pas du tout à la hauteur, une espèce d'entraînement idéologique lié essentiellement à une consanguinité extrême, et puis effectivement, et là c'est le cœur nucléaire du problème, l'influence du FBI sur la modération des contenus, et là on est dans une violation du premier amendement, et là ça rigole plus du tout. Parce que qu'un réseau social puisse de son propre chef censurer des contenus, jusqu'à récemment, dans la loi américaine, il n'y a pas de problème. C'est son droit le plus strict. Mais si c'est l'État qui censure la parole des citoyens, là, on est dans un crime gravissime. On est sur une atteinte au premier amendement. Quels étaient justement les contenus qui faisaient l'objet de censure ? Au début, ça a commencé à être gentiment, on va dire, des contenus de droite. Et puis, il y a eu le Covid, où là, ça a explosé, essentiellement lié à la pression des autorités. Hein. C'est pas Twitter qui, de son propre chef, a décidé de censurer tout ce qui n'était pas dans la doxa pour le Covid. Mais le FBI et le gouvernement et l'administration Biden ont exercé des pressions de fous furieux sur des sujets totalement ridicules. Ils ont censuré des contenus humoristiques sur le Covid. Ils ont censuré des études scientifiques sur le Covid. Ils ont censuré n'importe quel citoyen qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait. La censure a été totalement intense et totalement disproportionnée. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je ne cesse de le répéter récemment, il y a des gens qui se sont fait vacciner sans réfléchir, c'est mon cas, parce que j'ai la foi du charbonnier en la science, je suis issu d'un milieu scientifique, donc je n'ai pas trop réfléchi. J'ai essayé de comprendre ce que c'est qu'un vaccin ARN après ma deuxième injection. C'est dire la confiance que j'ai dans la science, qui pour le coup n'était pas forcément la chose à faire à l'époque. Mais toujours est-il que je n'ai jamais connu la censure. D'une part parce que j'ai pas des opinions politiques qui étaient du type de celles qu'on censurait, d'autre part parce que sur le Covid, moi j'ai passé le confinement à apprendre des fondamentaux de finance que je ne maîtrisais pas, mais pas à apprendre la médecine comme la plupart des Français. Donc je n'ai jamais été censuré, ça m'est passé complètement au-dessus de la tête au moment de la censure, je m'en suis aperçu bien après parce que j'ai quand même des amis qui eux se sont fait gravement censurer, et je discutais avec votre équipe avant qu'on commence ce tournage. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas été censuré du fait de ses opinions politiques. Moi qui fréquente plutôt des gens de gauche, personne n'a été censuré dans mon environnement. Absolument personne. Dans le pire des cas, il y en a un ou deux qui a eu un problème avec un copyright sur YouTube. Mais c'est tout. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans une situation en France comme aux États-Unis où il y a toute une partie de la population qui prend les autres pour des conspires parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été censurés. Ils ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire. Ils n'ont jamais vécu dans leur chair. Et dans la mesure où malheureusement, la société fonctionne en silo et que la plupart des gens de gauche ne parlent pas aux gens de droite, que la plupart des gens de droite ne parlent pas aux gens de gauche, c'est une catastrophe démocratique, au passage, ça reste de la mythomatie. Et de l'autre côté, pour ceux qui appartiennent au camp qui ont été lourdement censurés, c'est très certainement exaspérant de voir des gens qui viennent de l'autre camp et qui disent « mais non, ça n'existe pas la censure ». Et c'est sincère, hein, sincère. Hier, j'ai pris un verre avec un ami qui est député de la majorité présidentielle, que je connais depuis longtemps, et on a pris un verre dans une forme d'intimité, on se tutoie, et lui-même était persuadé qu'il n'y avait pas de censure, parce qu'il l'a jamais vécu, il vit en silo, c'est normal, hein, c'est des politiques, il n'a jamais rencontré d'autres personnes qui ont été censurées à titre personnel, donc ça n'existe pas. Et il est vraiment sincère, j'insiste. Hein. On n'a pas affaire à des salauds qui censurent et des pauvres qui sont censurés. Les salauds qui censurent, à 99%, sont juste des gens qui n'ont rien vu. Mais concrètement, quand on est à la tête d'un réseau social, comme par exemple Twitter, Facebook, et qu'on décide de mettre en place une politique de censure, comment ça se passe au niveau de l'algorithme ? Est-ce que c'est par rapport à des mots-clés, des symboles ? Est-ce qu'il y a un faisceau d'indices qui permet justement de... Comment ça se passe ? Alors, il y a d'une part des trucs très très bêtes avec des mots-clés, des machins, des dispositifs qui permettent d'intervenir sur des problématiques très précises. Si vous regardez le code de Twitter, vous avez un code spécifique aux élections françaises, à des informations liées aux élections françaises. Donc tout ça est intégré dans le code, préparé à l'avance de façon à pouvoir intervenir rapidement. Souvenez-vous, les Macron Leaks en 2016 ou 2017, le hashtag a disparu. Il est apparu
de façon stratosphérique pendant quelques heures et il a disparu instantanément. Alors qu'il y avait toujours des discussions sur le hashtag. Ce genre de choses est anticipé dans le code, c'est prévu. Et puis, il y a en amont des réseaux sociaux, et là c'est plutôt du côté de l'État et de Google qu'il va falloir se tourner, mais ça c'est des révélations qui ne sont pas encore à l'heure où on enregistre, enfin si, elles sont posées sur la table, mais on va dire pas encore officielles, les gens n'ont pas encore tout à fait, enfin les journalistes n'ont pas encore ouvert les yeux là-dessus. Il y a des intelligences artificielles qui savent identifier des raisonnements, des mécanismes narratifs, tracer la transmission des idées, identifier les personnes relais, et qui, à partir de là, peuvent casser la transmission d'une idée, détruire les intermédiaires qui transmettent ces idées, faire sauter les comptes, de façon à ce que on a toujours des Alex Jones, des gens qui racontent des choses, mais ça ne va pas plus loin. Et ça ne se transmet pas dans la société. Et ça, c'est des technologies d'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas la génération de ChatGPT, c'est d'autres types d'intelligence artificielle. Et c'est des choses qui ont été initialement développées pour lutter contre l'influence de Daesh sur les réseaux sociaux. En 2014, l'État islamique recrutait sur Facebook. Et donc, la DARPA, je vais mettre un conditionnel pour la forme, la DARPA aurait développer une intelligence artificielle pour lutter contre l'influence de l'État islamique sur Facebook et consorts. Et puis à partir de 2016, Trump arrive au pouvoir et Jared Cohen aurait été exfiltré vers Jigsaw, qui est une entité de Google, pour prendre cette intelligence artificielle et la reconfigurer pour lutter contre le populisme, qui est un terme un peu flou. Et à partir de là, on a eu un début de censure qui, au fur et à mesure que l'intelligence artificielle était de plus en plus performante, au fur et à mesure que le FBI était de plus en plus influent au sein des réseaux sociaux, est devenue de plus en plus prégnante. Le Covid a servi d'accélérateur, de catalyseur à tout ça, et à partir du Covid, c'était nos limites. Comme entre-temps, Elon Musk a racheté Twitter et a mis fin à tout ça, on a eu tout d'un coup un réseau social qui, lui, n'était plus trop censuré. Et qui, par l'écart, le grand écart qu'il y avait entre Facebook, où Facebook, à partir de la fin des Gilets jaunes, il n'y a plus moyen d'avoir une conversation politique sur Facebook. Aujourd'hui, allez trouver Gaza sur Facebook. Il n'y a pas Gaza. Il n'y a pas de Gaza, il n'y a pas de discussion politique, il n'y a rien. Vous pouvez parler des petits chats, il n'y a aucun problème. J'avais fait l'expérience à un moment, j'avais posté des gâteaux qui sortaient de mon four. Genre, je fais de la cuisine. Sujet dont, alors j'ai aucune compétence en cuisine, mais à un point. Je n'ai aucune pertinence là-dessus. Mes followers se foutent royalement que je leur donne des contenus de cuisine, ils sont même surpris. Et j'avais fait 50 fois plus de vues avec des muffins qui sortaient du four par rapport à ce que je racontais habituellement sur Facebook. À partir de là, j'ai arrêté de parler sur Facebook. Je ne vais pas me transformer en influenceur cuisine sur Facebook. Et sur Twitter, vous n'avez absolument pas ce phénomène. Absolument pas. Vous avez cité le DARPA. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est concrètement ? La DARPA, c'est une agence gouvernementale américaine qui est en charge de financer les innovations technologiques liées à la défense. C'est elle qui est à l'origine de Internet. Avant Internet, il y avait un proto-Internet qui s'appelait ARPANET, qui était financé par l'ARPA, qui était l'ancêtre de la DARPA. Donc ça finance une quantité invraisemblable de choses aux États-Unis. Ça a financé non seulement Google, mais la thèse de doctorat des deux fondateurs de Google, parce qu'il y avait un intérêt stratégique là-dedans. Ça prend aussi le relais, ça travaille en synchro avec un fonds d'investissement qui s'appelle In-Q-Tel, qui lui est piloté par la CIA, qui est l'un des premiers investisseurs aussi bien de Facebook que de Google. Et c'est son rôle de mettre des billes dans des entreprises qui potentiellement peuvent devenir stratégiques pour l'État américain. Et il faut bien comprendre que les militaires et l'innovation, que ce soit aux États-Unis ou en Israël, plus encore en Israël qu'aux États-Unis, sont intrinsèquement liés. Ça travaille de concert et c'est pas totalement idiot. Après tout, l'argent qu'on met dans l'armée, c'est de l'argent public. Ça n'apparaît pas totalement stupide que, quelque part, ça rebondisse sur la société civile de façon à améliorer l'innovation. Et Israël est, sans doute, le meilleur exemple qui soit de cette économie circulaire entre l'innovation militaire et l'innovation civile. Qu'en est-il aujourd'hui donc de Twitter et de l'algorithme de Twitter ? Il y a beaucoup de critiques, notamment sur le fait qu'il serait open source, pas open source. Il est open source. Alors, débarrassons d'un problème. Il est sur GitHub, donc il est open source. Vous pouvez lire le code de Twitter sur GitHub. Après, le code de Twitter qui est sur GitHub est un peu vieux. Donc à partir de là, il y a deux hypothèses. Soit il n'a pas été mis à jour, et
on va être honnête, Elon Musk, il a déjà annoncé 3 fois grande révolution, mise à jour, machin, qui va faire ci, avec un luxe de détails, notamment sur la vidéo, où, en lisant ça, on avait l'impression qu'il allait transformer Twitter en TikTok, et il n'y a rien eu. Absolument rien. Twitter n'a pas changé, contrairement à ce qu'annonçait Elon Musk d'une semaine à l'autre, et ça n'a pas changé. Elon Musk est un habitué des annonces totalement en avance de phase. À l'écouter, les Tesla auraient dû être autonomes depuis déjà 10 ans. Bon, c'est pas le cas, ça commence à peine. On va dire qu'il est très enthousiaste et particulièrement optimiste sur les progrès des technologies. Et donc, le code de Twitter, qui concerne l'algorithme, n'a pas bougé depuis, j'ai pas le date, 1 an, 2 ans, ce qui est beaucoup pour du code, ça fait un bail. À partir de là, on peut tout à fait développer l'hypothèse qu'il y aurait un code qu'on afficherait aux yeux de tous sur GitHub et un code qui secrètement tournerait sur Twitter. Pas moyen de savoir. Un jour, peut-être qu'on saura. Peut-être que dans 2 ans, on découvrira le poteau rose, comme on a découvert, comme j'ai dit, 2 ans après la magouille qui a amené Donald Trump au pouvoir en 2016. C'est tout à fait possible. Mais à ce stade, je suis navré, ça s'appelle une théorie conspi. Alors, quand on a des fact-checkers qui vous déroulent une théorie conspi, à un moment, il faut être un peu cohérent, quoi. Ce qu'ils racontent est possible, mais il faudrait avancer d'autres preuves qu'une étude fantaisiste issue du CNRS, avec un gros malentendu sur ce qu'on entend par contenu toxique. Et un échantillon, un échantillon qui est discutable, qui me paraît un peu faiblard, des conditions expérimentales qui sont complètement orientées, c'est que du desktop, une sélection de l'échantillon en question qui se base sur du volontariat. Ça me paraît, si ce n'est étrange, du moins devoir être justifié, parce que si on est au sein du CNRS et qu'on se base sur du volontariat pour montrer que Twitter est biaisé, on va vraisemblablement avoir des volontaires qui sont d'accord dès l'entrée dans l'expérience là-dessus. Donc je pense que cette étude mériterait d'être analysée par des gens sérieux, scientifiquement parlant. Que moi, j'y repère quelques éléments qui me posent question, mais je n'ai pas le niveau scientifique pour la réfuter de façon catégorique. Et que par ailleurs, toutes ces affirmations sur « c'est pas open source », encore une fois, à ce stade, sont une théorie conspi. Mais il y a plein de théories conspi qui s'avèrent vraies, elle est vraisemblable. On n'est pas sur la 5G qui pilote avec le vaccin et Bill Gates qui contrôle les cerveaux de tout le monde. Où là, d'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens. Et ça ne peut pas correspondre à une réalité. Là, on est sur quelque chose qui est vraisemblable, mais pas prouvable. Vous pensez qu'il y a une démarche militante au sein de certains chercheurs du CNRS ? Que ce soit le CNRS ou l'Éducation nationale, bien sûr. Évidemment. Il y a quand même une question qui me perturbe. Pas tout, j'ai quand même précisé, pas tout le CNRS. Moi, mon père et mon grand-père ont fait leur carrière au CNRS dans la physique fondamentale. Si, comme mon défunt père, vous avez passé votre vie à éclater des particules dans des cristaux pour analyser la structure de la matière, le biais idéologique, faut se creuser la tête. Mais si vous êtes en sociologie, évidemment, c'est normal. Ça n'a rien de choquant. Ça fait partie du délire. Si vous êtes dans la sociologie appliquée aux mathématiques, à partir du moment où vous avez sociologie dans un coin, bah oui. Et ce n'est pas sale, comme dirait Diffoul à l'époque sur Skyrock. C'est normal. Il n'y a rien de choquant à ça. Mais c'est juste... ça sert à rien de le nier. C'est une évidence, tout le monde le sait. C'est fait pour ça, la sociologie. C'est aussi fait pour analyser la société, pour se faire un point de vue politique sur la société. Donc ça n'a rien de mal, il faut juste... On n'est pas dans les mathématiques. Les mathématiques, il n'y a pas de biais idéologique. La physique, il n'y a pas de biais idéologique. Les sciences dures, il n'y a pas de biais idéologique par essence. Dès qu'on sort des sciences dures, j'ai enseigné 10 ans à Sciences Po, les sciences politiques, évidemment, il y a un biais politique dans les sciences politiques. Évidemment, si je vous fais une analyse en matière de sciences politiques, de quoi que ce soit, mais évidemment qu'il y a un biais politique. Le tout est d'en être conscient, le tout est d'être honnête avec notre biais politique personnel, et le tout est de le repérer pour ne pas construire une étude de façon à confirmer un biais préexistant, avec des volontaires qui intègrent ce biais, avec une méthodologie. Alors je ne me prononce pas sur sa méthodologie, honnêtement, je n'ai pas le niveau, mais la façon de prendre des volontaires
On fait ça dans des expériences de sociaux, prendre des volontaires. Mais des volontaires pour aller analyser leur fil Twitter, ça... Et puis surtout, faire l'impasse sur la définition de toxicité parce que ça ne nous arrange pas du tout. Ça, c'est un gros problème parce que la définition, vous pouvez la trouver dans Google. C'est pas un secret d'État. On est dans une logique à la Sibeth Ndiaye qui vous explique que les gens savent pas mettre de masque, donc on va pas distribuer des masques. Mais elle sait très bien, quand elle raconte ça, que dans 15 jours, on va découvrir que le stock de masques a été détruit. C'est pas quelque chose qu'elle va pouvoir cacher bien longtemps. Quel est l'intérêt de mentir à la population quand on sait qu'on va se faire cramer 15 jours plus tard? C'est débile. Il y a quand même quelque chose qui me perturbe, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de censure qui ont été pratiquées par les dirigeants de grandes sociétés de réseaux sociaux, mais ces derniers, qui sont issus de la Silicon Valley, pour la plupart, étaient quand même des individus portés par l'intérêt, on pourrait dire, pour la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre, avec des courants parfois libertariens. Comment ça se fait que ces derniers, qui ont participé, on pourrait dire, à une émulation propre à ce que la Californie pouvait leur proposer, ils aient décidé de pratiquer une censure digne de régimes considérés comme autoritaires, voire fascistes? Alors, il n'y en a pas tant que ça, des dirigeants. Vous avez Twitter, Google et Facebook. Google, je viens de vous en parler, il y a un biais idéologique dès le départ. Et puis on l'a vu avec Gemini, il y a l'intelligence artificielle de Google, où ils se sont pris un mur avec des trucs qui étaient totalement caricaturaux. Souvenez-vous, on demandait à Gemini de faire un dessin des pères fondateurs de la nation américaine. On avait 2 Indiens, 2 Noirs. On demandait à Google de faire un dessin d'un soldat nazi. On avait un black avec un casque SS. Google a perdu, je crois, 70 milliards de dollars de valorisation boursière et sa place de leadership, qui était incontestée jusque-là dans l'intelligence artificielle, parce que ils se sont perdus dans ces biais idéologiques. Et ça s'est vu comme un émoi de la figure à travers Gemini. Et c'est pas... encore une fois, il va y avoir des révélations sur le rôle de Google dans une intelligence artificielle qui aurait été utilisée pour censurer les contenus, qui vont vous montrer à quel point cette société s'est totalement perdue dans un biais idéologique. À côté de ça, vous avez Facebook. Facebook, c'est dirigé par un type qui a réussi assez brillamment à conserver le contrôle de sa société, malgré l'introduction en bourse, malgré les levées de fonds. Il a toujours la majorité des voix au conseil d'administration, donc il ne peut pas être viré. On ne peut pas s'opposer à ses décisions. Son conseil d'administration lui sert à prendre des avis, mais il n'est pas du tout obligé de les suivre. Ce qui n'est pas courant pour une société cotée au Nasdaq. Habituellement, le PDG de la société, il rend des comptes à son conseil d'administration et potentiellement, il est sur un siège éjectable. Et en face de lui, il y a des gens qui attendent un rendement sur des actions ou autre chose, mais toujours est-il qu'il a des impératifs financiers. Zuckerberg, il s'en fout. Il n'a absolument aucun de ces impératifs à respecter. Donc il est libre comme l'air. Il a une seule menace, c'est qu'il est en situation de monopole et qu'en vertu de la loi américaine, il pourrait être démantelé. Donc c'est la seule chose qu'il craint. À partir de là, quand il a l'administration Biden qui lui fout la pression pour exercer une censure, la menace de se faire découper en morceaux est tellement énorme qu'il obtempère. C'est aussi bête que ça. C'était vraisemblablement ça où vous allez être obligé de revendre WhatsApp et vous séparer d'Instagram de façon à ce qu'il n'y ait plus ce monopole gigantesque de Meta sur les réseaux sociaux. C'est aussi bête que ça. Il y a une mutation de Zuckerberg depuis 2 ans où tout d'un coup il s'est découvert une passion pour le jiu-jitsu. Et puis aujourd'hui, il a un discours qui consiste à dire oui, l'agressivité et la masculinité n'est pas forcément quelque chose à éliminer des entreprises, parce que c'est vrai que ça peut avoir des effets sur les entreprises qui sont, enfin en tout cas qu'il juge bénéfiques. À titre personnel, j'ai absolument aucune idée, j'ai jamais honnêtement réfléchi à ces questions-là, et j'ai jamais eu, au sein des différentes entreprises par lesquelles je suis passé, l'occasion de mettre en pratique, ou même de réfléchir à ça. Mais je ne dirige pas une multinationale cotée au Nasdaq comme Zuckerberg. Il y a clairement eu un revirement idéologique de Zuckerberg. Il date d'il y a au moins 2 ans. Les journalistes se sont aperçus avant-hier. Mais on ne prend pas 20 kilos de muscles et on ne devient pas ceinture noire du jiu-jitsu du jour au lendemain. Ça demande quand même beaucoup de travail. Tout ce discours qui aujourd'hui déroule masculiniste,
On peut le voir en filigrane dans son compte Instagram perso, et on peut remonter sur très longtemps. Il s'agit juste d'une découverte où tout d'un coup, les journalistes découvrent que Zuckerberg ne ressemble pas du tout à celui qu'il était en 2016, quand il témoignait dans le Sénat et qu'il avait l'air d'un gros geek tout malingre. C'est plus le même homme. Mais ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Tout ce à quoi on assiste, il faut remonter sur des années et des années pour voir une lente évolution. Après, tous ces gens-là sont effectivement des libertariens, ou d'obédience plus ou moins libertarienne. Le libertarianisme, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas en France, ça n'existe pas en France. Il n'y a aucun homme politique qui se revendique libertarien. Ce qui permet fort habilement de le classer à côté du fascisme, ce qui, pour des gens qui font un minimum de sciences politiques, est juste ridicule. C'est même l'extrême opposé, le fascisme. Ils ne sont pas très portés sur les libertés individuelles, et par contre, ils sont très portés sur un État fort et centralisé. Les libertariens, c'est exactement l'inverse. Alors, il se trouve que, effectivement, non pas que le fascisme soit arrivé au pouvoir aux États-Unis, mais on va dire que l'extrême droite américaine, qui traditionnellement est plutôt pour un État fort, alors pas sur une centralisation des pouvoirs, parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça que la nation américaine s'est construite. Mais toujours est-il qu'il y a une alliance entre les libertariens et l'extrême droite américaine qui est objectivement surprenante. Jusqu'ici, dans l'histoire de la politique américaine, les libertariens avaient plus l'habitude de s'allier aux démocrates. Mais les libertariens aux États-Unis, c'est un tout petit mouvement politique de rien du tout. Ils ont Ron Paul, mais en dehors de ça, personne. Donc évidemment, ils sont obligés de s'allier avec l'un ou l'autre, sinon ils n'ont aucun espoir d'arriver au pouvoir. Et là, cette alliance avec Trump les met dans une position de force absolument incroyable. D'un point de vue politique pur, c'est très très bien joué de leur part. Qu'est-ce que ça va donner, cette alliance On va voir. Mais c'est très étrange. Mais vous, pour le cas de Zuckerberg, vous ne pensez pas que c'est de l'opportunisme ? C'est du réalisme, c'est comme ça qu'on gère une entreprise. Quand on gère une entreprise et qu'on est l'une des entreprises les plus puissantes du monde et que la seule chose qui soit plus puissante et qui puisse vous nuire, c'est l'État dans lequel vous êtes implanté, et si l'État vous demande quelque chose, vous le faites, même si c'est illégal. Encore une fois, l'intervention du FBI dans la modération, c'est totalement anticonstitutionnel. Mais si vous avez un État qui vous menace de vous démanteler, vous obtempérez. Sauf si vous êtes une tête brûlée façon Musk. Mais des chefs d'entreprise qui soient à ce point barrés, à ce jour, il n'y a que Musk. Depuis maintenant quelques semaines, il commence à y avoir un discours qui se développe sur X et dans les médias français par rapport au fait qu'il faudrait quitter Twitter le jour de l'investiture de Trump en signe de protestation. On a par exemple Sandrine Rousseau qui l'a annoncé pour la 5e fois, mais qui visiblement va le faire lors de l'investiture de Trump. Enfin, elle n'a plus le choix maintenant. Les critiques souvent qui sont émises, c'est le fait que désormais Twitter serait un espace de désinformation où règnent les discours haineux. Est-ce que c'est vrai ça, selon vous ? De désinformation, non. Il y a les committee notes qui permettent de lutter très efficacement contre ça. De discours haineux, oui. Dans l'optique de Sandrine Rousseau, bien sûr. La haine des uns, et le miel des autres, et réciproquement. Donc, mais pour Sandrine Rousseau, bien sûr, il faut se mettre à sa place 5 minutes. On est passé d'un Twitter qui était une espèce de safe space pour des progressistes de gauche, parce que les voix conservatrices de droite étaient complètement étouffées. Et donc, pendant des années et des années, les progressistes de gauche, au passage, j'en fais partie, ont été dans un univers dans lequel ils avaient l'impression d'être extrêmement dominants et majoritaires, alors que pas du tout. Les élections américaines nous l'ont montré, les élections françaises peuvent aussi nous le montrer. C'est pas du tout une majorité de l'opinion publique, ça. Mais artificiellement, on a fait taire les voix de droite et augmenter la visibilité des voix de gauche, ce qui fait que tout le monde s'est dit que si c'est comme ça, ça doit être un reflet de l'opinion publique. Là, Elon Musk a arrêté ces mécanismes de censure, et tout d'un coup, tout le monde s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de conservateurs de droite qui étaient sur Twitter. Simplement, avant, on ne les entendait pas. Or, des conservateurs de droite qui s'expriment aux oreilles de quelqu'un comme Sandrine Rousseau, ça s'appelle de la haine. Aux oreilles de spécialistes des réseaux sociaux tels que moi, ça s'appelle des contenus toxiques. Pas tout à fait la même chose. Et effectivement, il y a incontestablement beaucoup plus de contenus toxiques au sens de Sandrine Rousseau qui se sont développés sur Twitter. Là-dessus, elle a raison. Là, ils ont totalement foiré leur opération.
Et c'est pas de leur faute. Il y a eu déjà plein d'opérations de on se barre de Twitter et en fait tout le monde revient. Là, l'idée c'était d'aller sur Blue Sky, qui est quelque chose qui pourrait être une alternative à Twitter. Compliqué, mais ça pourrait être une alternative à Twitter. Ils avaient, évidemment, comme eux n'écoutent pas les podcasts, se sont assis sur les Twitter Files, ont oublié que c'était important. Ils n'ont pas du tout anticipé ce qui allait arriver. Or, ce qui arrive, c'est que dans un premier temps, les salauds, c'est Twitter. Mais là, ils sont aperçus, il y a 3 jours, que Mark Zuckerberg, donc tout Meta, allait aussi basculer dans le camp de l'ignoble et de la haine. Et puis là, ce matin, à l'heure où on a eu cette émission, c'est YouTube et Google qui ont annoncé qu'eux-mêmes allaient basculer dans le camp de la haine, parce qu'ils respectent la loi américaine, tout bêtement. Et puis, dans les jours qui viennent, Blue Sky, qui est une entité américaine, elle va se conformer au droit américain, pas le choix. Et donc, il va leur rester Mastodon. Or, une grande migration sur Mastodon, il y en a déjà eu une il y a moins d'1 an. Et le problème, c'est que Mastodon, il y a tellement de... Mastodon, c'est toute une constellation de mini-réseaux sociaux qui interagissent, qui échangent les données les uns avec les autres, mais chaque petite entité a son garde-chiourme qui fait la censure, qui est l'administrateur de l'instance, et qui décide, comme bon lui semble, de censurer ce qui ne lui plaît pas. Ce qui fait que c'est une accumulation de censure dans tous les sens qui rend l'ensemble, non pas inutilisable, mais c'est une constellation de safe space. Et ça ne peut pas remplacer Twitter. Ça n'est en rien une alternative, même si, d'un point de vue interface graphique, ça y ressemble, ça n'est en rien une alternative à Twitter. C'est quelque chose de très, très différent. Pas forcément mal, mais très, très différent. Ce qui fait que la dernière grande migration vers Mastodon, tout le monde est revenu. Là, je ne pense pas qu'ils reviendront. Tout bêtement parce que ça serait beaucoup trop humiliant et parce que leur migration correspond à un moment de bascule qui ne concerne pas que Twitter, qui concerne YouTube, qui concerne l'ensemble de l'information en ligne dans les réseaux sociaux. Donc on va avoir une opposition frontale entre ce qu'on peut trouver comme information sur les réseaux sociaux et ce que les médias s'autorisent à nous raconter à la télé. Mais les audiences télévisuelles chutent, comme aux États-Unis, où elles ont carrément disparu. Et donc on va avoir cette opposition jusqu'à la prochaine échéance électorale. On ne sait pas très bien comment ça sera. Certains imaginent que Macron va effectivement rester 30 mois. Moi, je n'y crois pas un instant. Toujours est-il qu'on s'achemine doucement vers une échéance électorale où là, effectivement, on n'aura plus ce filtre. Où là, les médias n'auront plus le moindre impact. Parce que qui croit encore les médias en dehors des gens qui sont déjà convaincus par ce qu'ils racontent et qui veulent continuer à y croire. C'est de moins en moins de monde. Donc on va probablement avoir des grosses surprises aux prochaines échéances électorales du fait que, oui, la parole du citoyen lambda n'est plus sous contrôle, sur le fait que vraisemblablement on va assister à une confrontation entre la puissance américaine et l'Europe. Et il est vraisemblable que les Américains nous imposent leur vision de la démocratie. Et surtout, il est vraisemblable que les Français s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de liberté d'expression, que ça n'existe pas. On n'est pas du tout en dictature, hein, mais il n'y a rien qui ressemble à la liberté d'expression telle que le conçoivent les Américains. Or, les Français vivent dans un univers qui, depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, est biberonné à Hollywood et au Coca-Cola. Et donc ne font pas la différence entre la démocratie américaine et la démocratie française. Ce qui est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de la démocratie américaine, en bien ou mal. Mais toujours est-il qu'ils ne font pas du tout la différence. Et donc, ils s'imaginent avoir le droit à une liberté d'expression. Ce qui est faux. Ce qui est tout simplement faux. Mais justement, quel est l'avenir des médias traditionnels ? Elon Musk aime souvent répéter sur Twitter, enfin X désormais, que maintenant, ce sont les utilisateurs de X qui sont les médias. Est-ce que vous êtes d'accord avec... C'est une démagogie totale de la part de Musk. C'est faux. Il peut effectivement y avoir émergence d'influenceurs qui ont un rôle d'information du public, des gens comme moi typiquement, mais la réalité que Musk cherche à mettre de côté, c'est qu'il y a essentiellement des gens qui injectent l'information et l'actualité en temps réel sur Twitter. Il y en a d'autres qui filtrent cette information, cette actualité, notamment avec les community notes, qui permet de repérer qui sont les comptes fiables, qui sont les comptes pas fiables, quelle est l'information qui est exacte, quelle est l'information qui est à nuancer, quelle est l'information qui est à contextualiser, c'est un boulot de journaliste. Et l'intelligence artificielle avale tout ça, et à partir de là, c'est ça qui va remplacer les médias. C'est des intelligences artificielles. Si vous demandez à Grok de vous faire un briefing, je le fais régulièrement sur la politique étrangère. Il y a plein de pays, pour ne pas dire la plupart, dont je n'ai aucune idée de l'actualité de la politique étrangère. La plupart de ces pays, je pense notamment à des pays d'Afrique, ont une presse d'une qualité extrêmement médiocre,
qui, quand ils vous font un article, vous citent 3 noms à la suite, sans vous préciser, comme le fait très bien Le Monde, Libération, la presse française, monsieur machin truc, virgule, Premier ministre, virgule. Ça, ils ne le font pas, parce qu'ils s'adressent à un public où tout le monde sait que c'est le Premier ministre. Et ils ne s'imaginent pas un instant qu'au prétexte qu'ils sont dans la francophonie ou dans le monde anglophone, ils sont lus par des gens qui ne sont pas camerounais, sénégalais, ivoiriens, peu importe. Mais la presse ivoirienne, camerounaise ou tunisienne est illisible. Parce que le moindre article de politique va citer 7 noms, et les 7 noms, il va vous falloir à chaque fois 5 minutes pour faire une recherche et vous apercevoir que, OK, lui, il est député de tel parti, c'est un parti d'opposition. OK. Alors, lui, il est ministre et son pédigré, c'est il vient de là et il défend telle idée. Vous prenez un article du Monde, quoi qu'on puisse reprocher au Monde, toutes ces informations seront contenues dans l'article. Vous prenez, j'ai fait une interview hier avec Le Point, qui a été réécrite par Géraldine Vossner qui m'a interviewé. Elle a rajouté Thierry Breton, virgule, ex-commissaire européen au marché intérieur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si je vous parle de Thierry Breton, je vais vous dire Thierry Breton. Vous savez qui c'est. Les gens qui nous regardent savent qui c'est. Pas besoin de préciser. Il se trouve que depuis ce matin, il travaille pour la Bank of America, ce qui est rigolo. Mais je ne vais pas le préciser. Si vous faites votre travail de journaliste proprement, c'est indispensable de préciser ça. Et ça, la presse, notamment africaine, je suis désolé de taper sur les Africains, surtout ici, mais la presse africaine ne sait pas le faire. Grok le fait à merveille. Et donc, si demain matin, j'ai besoin de me mettre à jour sur c'est quoi l'actualité politique au Cameroun, mais Grok est parfait. C'est extraordinaire comme outil. Et ça marche aussi pour l'actualité française. Donc c'est ça qui va remplacer les médias. Et c'est ça le gros foutage de gueule d'Elon Musk. C'est pas vous, les médias. C'est vous allez juste alimenter quelque chose qui va remplacer les médias, gratuitement. Vous allez travailler gratuitement pour alimenter l'intelligence artificielle. Là-dessus, il y a une hypocrisie totale d'Elon Musk. Donc l'IA, à terme, va tuer les médias. Ouais. C'est vraiment exactement comme l'IA a tué l'écriture. Maintenant, c'est difficile de trouver des copies dans le supérieur qui ne sont pas totalement dépourvues de fautes d'orthographe au point de se dire que c'est du ChatGPT. Au point que j'ai vu commencer à passer des prompts de façon à injecter des fautes d'orthographe pour faire plus véridique. L'IA va effectivement remplacer, parce qu'une fois que vous avez appris à prompter, ça s'apprend à prompter, c'est pas... Mais c'est un apprentissage qui est pas si phénoménal que ça, et qui donne des résultats très rapidement. Donc, vous passez 1 heure à apprendre à prompter, et d'entrée, les résultats que vous donneront n'importe quelle intelligence artificielle, ChatGPT, Grok ou autre chose, seront beaucoup plus qualitatifs. Si vous dépensez cette heure de temps pour apprendre un peu à utiliser une intelligence artificielle, le retour sur investissement sera colossal. À partir de là, la transition entre les médias traditionnels et des médias intelligence artificielle se fera naturellement, en commençant par les jeunes qui sont déjà à fond sur ChatGPT, puis petit à petit les plus vieux. Et au bout d'un moment, je me souviens par exemple cette semaine, à un moment, j'ai parlé des Twitter Files. Et j'ai expliqué au Figaro que l'affaire avait été quand même passablement passée sous silence par la presse. J'ai eu un déferlement de trolls qui m'expliquaient que, mais non, pas du tout, regarde cet article de Libération qui parle du sujet. Au bout de la 50e remarque, vous arrêtez de répondre parce que vous n'avez pas le temps et vos journées sont chargées. Et j'ai vu quelqu'un répondre à ma place en montrant le prompt qu'il avait donné à Grok. Et le prompt, c'était « Qu'est-ce que cet article de Libération a oublié de préciser d'important dans l'affaire des Twitter Files ?» Et là, Grok disait, point numéro 1, tac, point numéro 2, pas. Et développer 6 bullet points. Voilà les 6 points qui ont été, délibérément ou pas, on ne sait pas, mais qui ont été oubliés dans cet article de Libération qui parle des Twitter Files. Effectivement, vous pouvez lui demander ça sur n'importe quel article qui a été publié par la presse française ou américaine à propos des Twitter Files, et Grok vous donnera un exposé très clair, très synthétique, de ce qu'on a oublié, négligé de préciser dans l'article des Twitter Files, et de façon quasi systématique, il y a le rôle du FBI et les atteintes au premier amendement. Visiblement, je n'ai pas choisi le bon métier. Non. Non. Moi, on me demande souvent, régulièrement, il y a des élèves en journalisme qui me disent, qui me demandent des conseils de carrière. Je ne sais pas ce qui leur prend de poser des questions comme ça à quelqu'un comme moi. Ma réponse est systématique, c'est trouver une autre vocation. C'est un métier qui a fait des erreurs, qui va les payer très cher,
qui a refusé des comités d'éthique de façon à pouvoir faire le ménage en interne. Ça, c'était il y a 5-6 ans. Qui était une suggestion tout à fait intelligente de Jean-Luc Mélenchon, au passage. Ils ont refusé. Ils ont considéré qu'une carte de presse valait caution éthique pour les activités de n'importe qui détenteur d'une carte de presse. Et là, ils sont en train de s'apercevoir qu'en leur sein, il y a tout un tas de gens qui ont participé à une gigantesque opération de censure et qu'à défaut de pouvoir faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, l'attitude normale, dans ce cas-là, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il suffit de voir d'ailleurs les pourcentages de méfiance des Français envers les médias. On est dans les champions du monde. Il y a 3 pays qui sont en tête des classements. Moi, mon classement de référence, c'est celui de Reuters, parce qu'il est fait chaque année, donc on peut voir l'évolution, et il est fait de façon très très sérieuse. Et chaque année, ils essaient de mesurer la confiance de la population envers les différents types de médias dans tous les pays du monde, enfin pas en Corée du Nord bien sûr, mais partout où ça peut être mesuré, ils le mesurent. Et il y a 3 pays qui ressortent en tête du classement de la défiance. C'est la Corée du Sud, qui est le premier pays qui a eu une élection présidentielle fusillée par les réseaux sociaux, avec la complicité des renseignements, ça c'était en 2012. Les États-Unis, comme Génética 2016, la France. On ne sait pas très bien s'il y a eu des magouilles, mais ça serait quand même étonnant qu'on y ait échappé. Et ces 3 pays-là sont en dessous, sont aux alentours d'un quart de la population qui a confiance en la presse. C'est vraiment une toute petite minorité de la population qui pense que quand la presse rapporte un fait, c'est la vérité. Ce qui est quand même un peu exagéré, parce que la presse ne ment pas à ce point, et pas de façon aussi systématique, il ne faut pas déconner. Mais, voilà, la situation c'est ça. La population n'a plus confiance envers les journalistes, a d'excellentes raisons de le faire, et les journalistes ayant systématiquement raison et refusant de faire amende honorable ou de regarder un peu ce qui s'est passé, on en est là. Tout à l'heure, vous avez dit que vous faisiez la distinction entre le contenu toxique et le contenu haineux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction que vous faites ? Outre le fait qu'elle est de toutes parts, évidemment, la haine qui émane de son propre camp n'est pas considérée par les gens qui font partie du camp comme de la haine. Allez demander à un militant, à LFI, s'il considère que ses petits camarades sont haineux vis-à-vis des gens de l'extrême droite, il vous dira non, pas du tout, je vois pas le problème. Et réciproquement, vous aurez la même réaction. La haine n'est pas vraiment définie. D'un point de vue juridique, c'est chaud à définir, c'est très chaud. Ce qui existe comme outil de mesure scientifique, tout ça, c'est la fameuse toxicité, qu'on m'opposait il y a 2 jours sur Arte, sans la définir. Or, cette toxicité, qui est un indice qui, typiquement, est utilisé par cette fameuse intelligence artificielle dont je vous parlais tout à l'heure, développée au sein de Google, elle prend en compte tout un tas de choses et elle met dans le même panier aussi bien des fake news, des informations fausses destinées à tromper, que des informations fausses mais pas destinées à tromper, que des informations qui remettent en question la crédibilité des institutions. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Très concrètement, si j'émets une critique sur le Conseil constitutionnel, c'est un contenu toxique. Si j'émets une critique sur, pour reparler des sujets qui ont été lourdement censurés, sur la pertinence de la politique sanitaire pour gérer l'épidémie de Covid, c'est un contenu toxique. Et donc au final, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la haine. Critiquer la politique sanitaire du gouvernement ou la légitimité du Conseil constitutionnel, normalement, ça devrait être mon droit de citoyen. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec la façon dont fonctionne la Ve République. Je ne suis pas en train de prendre les armes, je ne suis pas en train d'appeler à guillotiner Laurent Fabius, je suis juste en train de dire, en tant que citoyen, moi, ce système-là ne me paraît pas très équilibré, très démocratique. C'est un contenu toxique. Et donc, à partir du moment où on a basculé de la haine vers le contenu toxique, parce que c'est quand même... Je reprends cette étude et ce clash que j'ai eu avec un scientifique du CNRS. Il n'est pas loufoque au point d'avoir mesuré la haine. Il s'est basé sur quelque chose qui est effectivement mesurable depuis des années, appréhendé par de l'algorithmie du calcul et qui s'appelle la toxicité des contenus. Le problème, c'est que c'est pas la haine, c'est autre chose. Le fait de ne pas avoir confiance dans mes institutions, c'est toxique. Le fait de vous expliquer précisément pourquoi je n'ai pas confiance, c'est extrêmement toxique. Il y a plein de trucs comme ça qui sont toxiques, mais qui, à mon sens, et c'est un avis personnel, devraient avoir le droit de citer dans une démocratie et devraient avoir le droit d'être mis sur le débat public. Mais c'est pas le cas. Dans les réseaux sociaux, non. C'est dégagé.
On a parlé de Thierry Breton précédemment dans l'émission. Aujourd'hui banquier à Bank of America, précisons-le. On se plaint des ingérences étrangères, mais effectivement, on a quand même l'impression que les Américains font leur shopping. Oui. Vous le savez, il a dit il y a de cela quelques jours que si X violait certaines règles donc, du droit européen, on pourrait imaginer une possible censure ou du moins une possible suspension de X en Europe. Quel est votre regard sur cette position de Thierry Breton et surtout, est-ce que c'est possible ? Techniquement, c'est possible. Vous n'empêcherez pas un type comme moi d'accéder à X si vous le censurez, mais techniquement, oui, c'est possible. On l'a fait écarter. Politiquement, c'est fantaisiste. Moi, j'ai commencé à montrer ma gueule à la télé en dénonçant la surveillance de masse, bien avant Snowden, à partir de 2008-2009. Quand Snowden est arrivé, c'est pas que j'ai pas appris grand-chose, il y avait quand même trop de révélations, mais j'étais au courant. J'étais parfaitement au courant. J'ai absolument pas été surpris que la NSA espionne tous nos présidents de la République, les ministres, les machins, tout le monde. À partir de là, pourquoi est-ce que ces gens espionnent à ce point des diplomates, des politiques, des représentants, des machins ? Si ce n'est pour négocier. Donc en face, on ne va pas négocier avec Donald Trump, ce personnage fantaisiste qui est dans une campagne électorale, ou Elon Musk, ce riche entrepreneur. On va négocier avec la puissance américaine. Von der Leyen, parce que c'est à ce niveau-là que se prendra cette décision, en face d'elle, elle a non seulement la puissance américaine, mais elle a la NSA, l'agence de surveillance américaine. Vous voulez connaître le contenu de ces SMS ? La NSA, ils ont une copie. Vous voulez connaître le solde du fameux compte en banque caché d'Emmanuel Macron, qui à ce stade, il y a eu une investigation assez sérieuse. Mais pour l'instant, tout le monde ferme sa gueule là-dessus. Mais la NSA, elle a le solde, et elle est historique. Donc c'est face à ça qu'on négocie. Et Dieu sait ce qu'ils peuvent avoir. Ils ont accès à tout, absolument tout. C'est une puissance de surveillance qui dépasse l'entendement. Encore une fois, Snowden, c'était il y a plus de 10 ans. Je vous laisse imaginer le progrès technique en 10 ans. Et la NSA ne s'est jamais arrêtée. Au contraire, elle a accéléré. Qu'est-ce que vous voulez négocier avec ça ? L'Europe va juste se plier. C'était une dépendance, une colonie. Et c'est d'autant plus une colonie que le fameux Thierry Breton vient de se faire acheter par une société américaine. Et qu'en ce moment, tous nos gentils politiques se prennent dans le nez leur collaboration passée ou présente avec des think tanks américains qui avaient qu'un seul but, c'était l'influence. Donc les ingérences américaines, oui, bien sûr. Moi, je me suis battu pendant des années pour la souveraineté numérique française. On est une colonie. Donc c'est les ingérences américaines, oui, évidemment. Mais ça fait longtemps. Et c'est certainement pas les gens qui la dénoncent aujourd'hui qui peuvent avoir droit au chapitre. Ils ont été achetés. Même Thierry Breton, ce matin, acheté par la Bank of America. Bon, quand on patauge dans ce point, dans la corruption et dans l'ingérence, et qu'on est un complice de l'ingérence américaine, la seule chose qu'on peut décemment dénoncer, c'est l'ingérence, c'était quand même mieux avant parce que ça correspondait plus à mes orientations politiques. Mais c'est pas toi qui décides. C'est la personne qui paye. Et la personne qui paye, c'est les États-Unis d'Amérique. Eux, c'est une démocratie, et ils ont décidé de changer de direction, de façon la plus démocratique qui soit. Que ça vous plaise ou pas, c'est eux qui décident, c'est eux les colos. Mais est-ce que ça va être durable ? Parce que Trump avait gagné en 2016, il y a eu ensuite l'alternance politique avec Joe Biden, il est revenu au pouvoir, mais on sait que Trump ne pourra pas se représenter dans le futur, puisque Deux mandats. Deux mandats, c'est seulement 2 mandats maximum pour un président américain. Est-ce que vous pensez que là, on a vraiment assisté à un basculement idéologique dans, on pourrait dire, ce que les Américains appellent la guerre culturelle, et que ça va durer bien plus que le mandat de 4 ans de Trump? Alors non seulement je pense que le camp Trump a gagné la guerre culturelle et de façon nette, décisive, je pense qu'ils vont éradiquer leurs adversaires jusque dans les chiottes, pour reprendre les termes de Poutine. Mais surtout, je pense qu'on est au tout début de la réalisation de ce qu'était l'administration Biden. Encore une fois, les gens qui regardent les podcasts, qui regardent autre chose que CNN pour s'informer, ont découvert de façon plus ou moins effarée selon les tendances politiques que l'administration Biden était anticapitaliste.
Ça paraît fou pour quiconque connaît les États-Unis. Des anticapitalistes, on en a plein. C'est pas un problème, c'est intégré, c'est dans les mœurs, et ça fait partie du folklore politique français. Ça ne dérange personne, ça fait partie de l'équilibre. C'est très bien d'avoir ce genre de critique du capitalisme dans le système. Mais aux États-Unis, c'est invraisemblable. Absolument invraisemblable. Ils n'en sont pas à McCarthy, bien qu'ils risquent d'y revenir, mais l'idée que dans l'administration Biden, il y a des gens profondément anticapitalistes qui ont essayé de s'accaparer typiquement l'intelligence artificielle pour en faire un nouveau projet Manhattan à des fins de contrôle social. Ça, c'est les propos de Marc Andreessen. C'est pas n'importe qui, Marc Andreessen. Ça paraît fou. Moi-même, j'étais sur le cul quand j'ai entendu ça. La différence entre moi et tout un tas de gens en France qui vont tôt ou tard le découvrir, parce qu'on va pas pouvoir le planquer très longtemps, c'est que moi, j'ai découvert ça il y a des mois et des mois parce que j'ai arrêté de regarder CNN au profit de podcasts. Mais c'est comme ça. Et donc, le résultat, c'est que le Parti démocrate a devant lui un temps pour se reconstruire et redevenir quelque chose qui peut prétendre à accéder au pouvoir, qui est gigantesque. C'est comme la gauche française, quelque part. C'est pas demain la veille qu'elle va arriver au pouvoir, parce qu'elle est empêtrée entre des voix complètement contradictoires sur le capitalisme, c'est bien, c'est le diable, des voix complètement contradictoires entre l'antisémitisme, c'est bien, oh, mais en fait, non. Et avant de se dépêtrer de ces contradictions, il y a un travail considérable à faire, de façon à pouvoir recueillir 51% des votes dans un pays pour qui, Dieu merci, l'antisémitisme, c'est quand même en aucun cas, et mettre fin au capitalisme, c'est absolument pas une opinion majoritaire en France. Donc les États-Unis sont dans cette situation. À mon sens, après Trump, sauf incident majeur, suivra un autre républicain, peut-être J.D. Vance, mais c'est un peu tôt pour en avoir le cœur net. Mais J.D. Vance, contrairement à la façon dont nous le vend, est quelqu'un d'assez brillant et tout à fait capable, de droite, mais je ne dis pas que c'est un socialiste humaniste ni quoi que ce soit, mais c'est pas l'abruti qu'on nous vend à la télé. Et je ne vois pas comment les démocrates peuvent s'en sortir, d'autant que Peter Thiel, qui est dans les grands gourous de la Silicon Valley, le premier à avoir rejoint Donald Trump dès 2015, a annoncé dans le Financial Times un grand plan destiné à réconcilier la population américaine et, en sous-marin, à lutter contre le complotisme, qui consiste à dire, on peut comprendre qu'il y ait des théories bizarres sur JFK ou sur le 11 septembre, parce que le dossier n'est toujours pas déclassifié, parce que les documents qui ont été rendus publics sur le 11 septembre sont caviardés dans tous les sens. Et donc, ça laisse la place à des hypothèses qui peuvent être totalement fantaisistes. Ou vraies, on ne sait pas. Et donc, le plan de Peter Thiel, c'est d'ouvrir tout le dossier JFK, d'ouvrir tout le dossier du 11 septembre, d'ouvrir tout le dossier Epstein, d'ouvrir tout le dossier Puff Daddy, et de faire une grande opération de réconciliation au sein de la nation américaine. Ce qui veut dire, très concrètement, pour Epstein, des centaines de milliardaires qui vont prendre leur jet pour aller se réfugier à l'étranger, parce que les États-Unis ne plaisantent pas du tout avec les pédophiles. Et puis, pour ce qui est de Puff Daddy, des centaines de stars hollywoodiennes qui vont aussi prendre leur jet pour aller se réfugier à l'étranger parce qu'on ne plaisante pas avec la pédophilie. Les Américains ne plaisantent pas du tout avec ça. On ne se rend pas compte en France où on les accueille à Montagne, à bras ouverts, mais aux États-Unis, ça ne passe pas du tout. Donc, les Américains, les démocrates américains vont se retrouver sans Hollywood. Il est vraisemblable qu'Hollywood soit obligé de faire un gros reset et que beaucoup des stars qu'on adule aujourd'hui soient demain considérées comme des ordures. Les milliardaires américains, les amis d'Epstein, qui sont aussi adulés là-bas, le fait d'être riche ne fait pas de vous un enfoiré aux États-Unis. Eh ben, il est fort vraisemblable que beaucoup de ces riches, à commencer par Bill Gates, l'un des grands donateurs du Parti démocrate, termine sa vie en exil, je ne sais pas où il ira, à Abu Dhabi ou ailleurs, mais toujours est-il qu'il ne pourra plus résider aux États-Unis, sinon il ira en prison. Ainsi que tout un tas d'autres personnes comme ça, si ce plan est mis à exécution. Et tout ça, c'est les fondamentaux du Parti démocrate. Donc ça aussi, ça ne va pas contribuer à le remettre sur pied de sitôt. Et quid de la France, alors, d'un point de vue de guerre culturelle ? C'est une petite colonie absolument charmante, située de l'autre côté de l'Atlantique. Je dis ça alors que pour nos amis américains qui voudraient nous visiter. C'est pas cher du tout. L'économie s'est effondrée ces 10 dernières années, et donc le pouvoir d'achat américain
Rappelons qu'une infirmière là-bas, ça peut toucher jusqu'à 80, 100 000 euros par an. Donc du coup, Vuitton, c'est pas très cher. Les restos sont donnés. Un resto pourri à New York, c'est 60-70 balles par personne. À Paris, pour 70 balles par personne, vous avez un très bon resto. Donc venez faire du tourisme, c'est une colonie charmante. On n'est pas très accueillant, mais on compense par le fait d'avoir des monuments fantastiques et un pays magnifique. Et profitez-en parce que ça ne va pas durer, parce que là, on va rentrer dans une période de turbulence. En dehors de ça, les Américains ont acheté la plupart de la classe politique à travers différentes ONG. Là, je vois que ça crépite sur Twitter, où on a des listes entières de politiciens français qui sont achetés par une... Souvent, il y a Soros derrière, mais il n'y a pas que lui. Qui n'a pas été acheté dans notre personnel politique par une ONG divers ou variée américaine. Donc, on est dans une situation de dépendance absolue. Et par ailleurs, l'Europe se pliera au cas de volonté des États-Unis. Regardez ce qui se passe sur le Groenland. C'est un territoire européen, à la base. On a un président américain qui annonce qu'il aimerait bien l'annexer. On a le Danemark, qui officiellement, c'est une extension du Danemark, le Groenland, qui dit oui, mais ça ne nous arrange pas trop. Et on a la population du Groenland qui a déjà un statut de territoire indépendant, qui dit ouais, il faut réfléchir. Pourquoi pas, il faut réfléchir. Mettez-vous à la place je crois qu'ils sont 50 000 habitants au Groenland. Vous voulez être protégé par la puissance européenne ou la puissance américaine? Même les Polonais, ils ont une réponse catégorique à cette question. Et après dire, en dehors des Français, la plupart des Européens, une réponse catégorique à cette question. Donc les jeux sont faits. L'Europe, ça n'existe pas vraiment. Fabrice Ebelpoem, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.